Pourvu que ça dure avec le groupe Caisse des dépôts. Engagé au cœur des territoires pour accélérer la transformation écologique et contribuer à une vie meilleure pour toutes et tous. Bonjour, nouveau numéro de Pourvu que ça dure, l'émission qui rend l'éco-responsable sur Public Sénat. Aujourd'hui, on vous parle de la Chine, championne des technologies d'avenir. Des énergies renouvelables aux voitures électriques, en passant par l'intelligence artificielle, l'aérospatiale ou encore la robotique. Et là, franchement, les chiffres donnent le vertige. À lui seul, l'empire du milieu contrôle, tenez-vous bien, 90% des cellules photovoltaïques, 80% des batteries, 66% des voitures électriques et 60% des éoliennes. Alors pourquoi cette domination sans partage et comment expliquer que l'Europe se soit laissée distancer? Le match est-il déjà plié? Réponse dans quelques instants. Et bien justement, certaines pépites tricolores osent tenir tête à la Chine. C'est le cas de Voltex Solar en Alsace qui propose des panneaux photovoltaïques 100% made in France, vous verrez. Enfin, le domaine des voitures électriques est un secteur bien sûr hautement stratégique. Eh bien, le champion chinois BYD a beaucoup d'ambition pour l'Europe. Entretien avec sa patronne France, Dorothée Bonassi, en fin d'émission. Pourquoi cette mainmise de la Chine sur les technologies d'avenir? Et puis comment réagir, nous, Européens? Réponse avec vous, Patrice Geoffrand, bonjour. Bonjour David. Merci d'être avec nous. Sur Public Sénat, professeur à l'Université Paris-Dauphine, membre du Cercle des économistes. C'est vrai que la puissance de la Chine dans ces technologies d'avenir, technologies vertes, selon vous, on en a parlé un peu ensemble, elle tient au fait qu'elle contrôle la Chine toute la chaîne, à la fois en amont des matières premières jusqu'au produit fini. C'est ça vraiment la stratégie, le nerf de la guerre, de la technologie, c'est de maîtriser tout de A à Z? Oui, c'est une de ses forces. On parle beaucoup d'un certain nombre de minerais critiques, des terres rares, etc. Mais en fait, la réalité, c'est qu'on a une chaîne de valeur qui va des minerais, de la capacité à les transformer, de la capacité à les intégrer dans des équipements, et évidemment jusqu'aux produits finis. Il faut savoir que les Chinois ont pris leur élan. On est en 2026, donc vient de s'achever le plan Chine 2025, qui a été conçu il y a une dizaine d'années, qui devait conduire à l'endroit où se trouve la Chine à l'heure actuelle. Elle est exactement là où elle voulait être. Exactement, peut-être même un peu au-delà. Ouais. C'est-à-dire avec la volonté de passer d'une industrie très manufacturière, reposant sur des technologies qui n'étaient pas les plus avancées, dans des domaines qui présentaient pas le plus de valeur ajoutée, à la capacité à aller jusqu'à des véhicules électriques extrêmement innovants, peut-être plus que leurs concurrents américains et européens. Ces matières premières, elles sont vraiment stratégiques. Elles sont à l'origine de leur projet. Alors, le contrôle, la mainmise. Ces matières premières, elles font partie en tout cas des leviers qui sont activés aujourd'hui par la Chine, dans le cadre en particulier du conflit et des tensions avec les États-Unis. De quelles matières premières on parle précisément? Alors, on peut parler à la fois de choses très étranges, les terres rares, ces 17 minerais qu'on ne connaît pas, de fait, qui ne représentent d'ailleurs pas économiquement des grands marchés, on parle de quelques milliards, mais qui sont difficilement substituables. Et pour laquelle la Chine a eu la capacité à extraire à peu près 60% de ces minerais de son sous-sol, mais à les transformer à plus de 90%. En quoi ces métaux sont critiques ? Alors, ils sont critiques au sens où on va les trouver intégrés dans beaucoup d'équipements. On va parler pour l'essentiel, David, de ce qui fait la transition énergétique, mais également de ce qui fait le numérique et sa transition et ses développements, également de la défense. Sur les énergies renouvelables, la Chine, il faut le dire, a une longueur d'avance sur nous. Elle produit 60% des éoliennes et même 90% des cellules solaires. C'est l'exemple le plus criant, on va dire, du monopole chinois sur les technologies vertes. Alors c'est un exemple, oui, qui est tout à fait spectaculaire, et alors qu'il est d'autant plus que la Chine, de ce point de vue, vient de très loin. Historiquement, et c'est encore le cas assez largement aujourd'hui, c'est un pays avant tout charbonnier pour sa production d'électricité, mais c'est de moins en moins le cas, et donc sa capacité à déployer sur son marché intérieur ses équipements a été tout à fait remarquable. Il y a aussi le nucléaire, il faut qu'on en parle. Les chiffres sont vertigineux. Elle construit, la Chine, la moitié des réacteurs actuellement en chantier sur la planète. Et là, on se dit, encore une fois,
On se fait doubler aussi sur le nucléaire, alors qu'à la base, nous, Français et Européens, on était en avance. Et de fait, ce qu'on observe, c'est le besoin extraordinaire de plus d'électricité. C'est le cœur du modèle chinois, de plus d'électricité en Chine. Et donc la Chine a eu la capacité à déployer rapidement toutes les technologies de production électrique décarbonées. Donc les renouvelables, on en a parlé, et le nucléaire est comme... Mais ils nous ont copié, encore une fois. Alors on a eu plutôt des coopérations, oui, voilà, et puis même pudiquement, non, de fait c'est un peu plus compliqué parce qu'on est tout de même dans des domaines extrêmement sensibles. Donc la capacité à copier, en tout cas à le dire dans ces termes directement, traduit pas exactement ce qu'est ce type d'industrie. Parce qu'il paraît qu'ils construisent plus vite et moins cher que nous, leurs centrales. Alors, plus vite, moins cher, ça il faut regarder, mais en tout cas plus vite, à l'évidence, c'est le cas. Avec un même niveau de sûreté ? Non, sans quelques difficultés. Alors le niveau de sûreté, après, il est très difficile à apprécier, à comparer aux standards, notamment de la France et de l'Europe globalement, qui sont de fait très élevés. Mais en tout cas, c'est mis au service d'une stratégie d'électrification et qui pourra avoir son importance également en termes de technologie de l'information. Les data centers, grosso modo, c'est des gros machins qui ont besoin de beaucoup d'électricité. Ouais. Donc ça va être un des facteurs évidemment du développement chinois à l'avenir. Patrice Geoffron, évidemment, il faut qu'on parle des voitures électriques. La Chine domine 70% du marché des batteries. On peut dire que là aussi, on s'est fait doubler. On est en train de se faire doubler. Alors doubler, en tout cas, on se retrouve un peu à revers de ce qu'on a pu observer il y a 10 ans, il y a 15 ans dans notre domaine, par exemple sur le TGV. Finalement, le TGV, qui est très largement déployé maintenant en Chine, est à partir de technologies européennes, et on a eu, disons, des transferts de technologies et une avance européenne qui a permis le développement en Chine. Là, on est un peu à rebours. Et donc, il faut que l'Europe parvienne à transformer son industrie thermique qui était très puissante, et notamment en Allemagne, avec une capacité assez inégalée dans ces domaines, et à changer de filière très rapidement, et sous une concurrence qu'on n'avait pas anticipée. Donc ils sont meilleurs que nous, technologiquement parlant, sur la voiture électrique ? De fait, en tout cas pour ce qui est du rapport qualité-prix, je pense que les choses sont à peu près clairement établies, sinon on ne serait pas là à en discuter. Si de fait, il n'y avait pas une menace, s'il n'y avait pas de barrière à l'importation de véhicules chinois, de fait, on aurait une invasion, je ne sais pas si le terme est très approprié, mais en tout cas une entrée assez massive. On a parlé de technologies vertes. Il faut qu'on parle des technologies numériques plus classiques, j'ai envie de dire, l'intelligence artificielle, le quantique, les robots humanoïdes. Et on comprend bien quand on voit ce qui se passe en Chine, ils ne font pas que du low cost, ils sont forts aujourd'hui dans la haute technologie, dans la haute valeur ajoutée, avec une ingénierie qui est de pointe. On a vu ces robots danser vraiment du nouvel an chinois et faire du kung-fu, pratiquer le kung-fu avec des nunchaku. Ça que c'est bluffant, hein. Oui, c'est assez impressionnant. À nouveau, tout était écrit pour l'essentiel. En tout cas, la vision, elle était dessinée dans le plan Chine 2025, qui ciblait également la robotique. Alors, on parlait pas d'IA, en tout cas pas dans ces termes, il y a une dizaine d'années quand on s'est mis à tracer cette perspective. Mais de fait, si on raisonne à contrario, il aurait été très étrange que la Chine souhaite se positionner dans les secteurs de technologie dite avancée et que toute la partie de technologie de l'information au sens large, en incluant la robotique, soit absente. Ce qu'il y a derrière tout ça et qui est extrêmement important, évidemment, c'est désormais une capacité scientifique et donc technologique qui s'en déduit, qui est extrêmement importante lorsqu'on regarde le potentiel des industries des universités chinoises, et on n'a plus de ce point de vue une sorte de subsidiarité, notamment par rapport aux États-Unis. Si on regarde un petit peu en arrière, on se dit que nous, occidentaux, européens, on leur a donné les clés en délocalisant chez eux, il y a très longtemps ou pas ? Alors c'est une partie de l'explication, mais c'est pas la seule. On a quand même là un grand pays aujourd'hui d'1,4 milliard d'habitants. Il ne faut pas s'étonner que et la Chine et l'Inde, désormais sur un modèle certes un peu différent, fassent du rattrapage. La singularité chinoise, évidemment, c'est d'avoir eu, on va dire pudiquement, une politique industrielle et une capacité à faire du dumping et une capacité également. C'est ça aussi les ressorts du secret, entre guillemets, de cette percée de la Chine dans les nouvelles technologies. C'est un plan, mais c'est des moyens publics, des soutiens, des aides, des subventions. C'est des moyens qui sont en soutien. On considère que les aides à l'industrie, elles pèsent à peu près 5% du PIB chinois, très difficile à calculer. Naturellement, et la valeur ajoutée chinoise dans le PIB est à peu près à 1/4 du produit intérieur chinois.
Mais ils produisent en France, on est à 10%. donc ça donne un peu la marge. Après, la Chine, ça reste le plus gros pollueur au monde. Et en même temps, il y a un double visage. La Chine, je crois, installe, je ne sais plus de la moitié des panneaux solaires dans le monde. Oui, alors il y a à la fois la structure de sa production et le fait que ce soit une économie très industrialisée, eh bien structurellement, évidemment, c'est plus polluant. Néanmoins, on a vu un pic, si on en croit les données depuis mars 2024, qui n'était pas attendu dans ces émissions de CO2, qui était attendu peut-être une dizaine d'années plus tard. Et donc, il faut bien avoir à l'esprit que d'un côté, c'est un géant gris, mais c'est en train de devenir un géant vert. Plus grand sujet, évidemment, d'attention, de préoccupation et peut-être également de coopération pour ce qui nous concerne dans le domaine des technologies décarbonées. Après, est-ce qu'on lutte à armes égales, nous, en Europe ou ailleurs, face à ces prix qui sont plus compétitifs et des boîtes qui sont chinoises, qui sont comme ultra subventionnées par Pékin et par l'État? De fait, et a fortiori depuis l'arrivée de Trump numéro 2 au pouvoir, la notion d'armes égales est un peu difficile à définir. Donc, il est important en Europe, évidemment, de tenir la dragée haute avec un argument de négociation essentiel qui est quand même la taille du marché intérieur et le fait que ces excédents chinois, ils doivent bien trouver un débouché, et dès lors que le débouché américain est quand même plus difficilement accessible. Ouais, ça termine chez nous. Il y a à la fois une marge de négociation des Européens, mais également un débouché naturel qui se fait vers l'Europe. Donc, et tout ça s'est fait de manière qui n'avait pas été anticipée en l'espace de quelques mois. On finit là-dessus. Quels sont nos atouts? Nos ingénieurs, vous allez me dire, par rapport à la Chine? Nos atouts, nos ingénieurs, la base industrielle européenne, on a tendance à la considérer un peu au niveau français avec les difficultés à garder une base industrielle puissante. Mais de fait, en tout cas, les groupes français, européens par ailleurs, sont des groupes qui sont très puissants à l'international. Et puis, à nouveau, on est dans une configuration dans laquelle, quelles que soient les industries mondiales, il est absolument indispensable sur une trajectoire de développement de parvenir à avoir accès au marché européen. Et donc, c'est un atout de négociation. Et puis, de toute façon, il ne faut pas uniquement considérer un affrontement en termes concurrentiels. Des partenariats vont se nouer. Enfin, il y a vraiment des choses à inventer. Peut-être que Trump est en train, très indirectement, de nous y aider. Et puis, de toute façon, tout ne se joue pas entre un face-à-face, in fine, entre les Européens et les Chinois. Ce qui s'est signé tout récemment avec l'Inde compte également. Il y a beaucoup de pays tiers qui, dans cette affaire, vont être clés. Dans le cadre d'une transformation, évidemment. On est à peine au milieu du gué pour ce qui est de la transition environnementale. Évidemment, mais de fait, il me semble que les Chinois et nous-mêmes, nous sommes du bon côté. Il y a un côté différent de la direction dans laquelle les Américains semblent vouloir aller. Et ça, c'est plutôt une opportunité dont nous devons nous saisir. Allez, merci à vous. Patrice Geoffrand, professeur à Paris-Dauphine, membre du Cercle des économistes. Merci pour ces explications. Merci, David. Justement, certaines pépites tricolores osent tenir tête à la Chine. En Alsace, une entreprise a décidé de ne pas baisser les bras et propose donc des panneaux photovoltaïques 100% made in France. Reportage signé Manuel Legre. Dans le solaire aussi, la Chine domine. Elle produit près de 90% des cellules solaires mondiales, avec des prix défiant toute concurrence. En France pourtant, le marché explose. Installation multipliée par 4 en 3 ans, 40 000 emplois. Un secteur stratégique pour la transition énergétique. Mais entre baisse des aides et pression chinoise, la filière est fragilisée. Alors, comment tenir ? Nous sommes allés en Alsace, chez l'un des principaux fabricants français de panneaux solaires. C'est une machine qui est extrêmement rapide, en fait, ça fait 3000 cycles par minute. Chaque machine, c'est à peu près 40 panneaux à l'heure. Un panneau solaire sur 10 installé en France sort de cette usine. Mais ce panneau a un coût. Face au prix chinois, le Made in France ne peut pas rivaliser. Alors, pour survivre, Voltec doit jouer une autre carte, celle de la qualité et de l'innovation. On va chercher à mettre sur le marché des produits qui sont plus puissants, des produits qui sont plus durables. Nous avons par exemple un produit qui est plus résistant à la grêle et une garantie contre la grêle qui permet à nos produits d'être installés pendant 30 ans sur une toiture en étant sûr que ces produits ne vont pas casser au premier orage de grêle. Choisir français, c'est donc investir dans des produits plus innovants et plus performants, mais aussi avoir une démarche éco-responsable, car pour fabriquer des panneaux solaires, il faut du silicium, un matériau énergivore à produire. Si vous le fabriquez en Chine, où il y a énormément de centrales à charbon qui sont installées encore chaque année, le produit va être bien plus carboné. Ici, le verre vient de France et le silicium d'Allemagne. Résultat, une empreinte carbone presque divisée par 2.
Des panneaux plus écologiques que l'État français soutient en abaissant la TVA à 5,5%. Un moyen de les rendre plus compétitifs face aux produits chinois. On a multiplié par 5 nos parts de marché suite à la publication du texte sur la TVA. Un coup de pouce décisif, mais la bataille est loin d'être terminée. Les industriels chinois n'entendent pas abandonner la première place. Pour continuer à casser les prix et bénéficier eux aussi de la TVA réduite, ils pourraient augmenter la part de composants européens dans leurs panneaux, comme le silicium. Le premier constructeur mondial de voitures électriques, qui est donc désormais chinois. Dorothée Bonassi, bonjour. Bonjour David. C'est la directrice générale de BYD pour la France. BYD, c'est né en 1995. Pardon, je reviens un petit peu en arrière parce que l'histoire est assez dingue. Au départ, c'est un fabricant de batteries pour téléphone. C'est pas ordinaire comme histoire. Ah oui, c'est incroyable et assez vite, en fait, on a ouvert à 4 secteurs que sont bien sûr l'automobile, que sont l'électronique, puisque, je sais pas si vous le savez, mais on fabrique 30% de ce qui constitue un iPhone. On est rentré dans le transport ferroviaire, le Skyrail de São Paulo, c'est nous. Et puis, les énergies nouvelles avec le solaire, avec le stockage d'énergie. Donc, 4 grandes activités. Et ça a été très vite. On est quand même rentré dans l'automobile en 2003. 2003, c'est ça, donc un peu plus de 20 ans. Et aujourd'hui, 20 ans après, 23 ans après, BYD, c'est 4,6 millions de voitures vendues dans le monde en 2025, la moitié étant 100% électrique. Donc vous êtes le premier vendeur mondial de voitures électriques devant Tesla et la bascule s'est opérée en 2025. Exactement, ouais. Et vous faites bien de le rappeler, c'est vrai que quand on pense BYD, on se dit électrique, mais pas que, puisque effectivement la moitié des voitures qu'on produit sont en super hybride. Donc BYD, c'est une entreprise de technologie. C'est pas une boîte low cost comme certains voudraient le croire, parce qu'il y a 120 000 ingénieurs, c'est ça? Oui, complètement. 120 000 ingénieurs. Ouais. Vous avez vraiment, et j'aimerais que vous nous le prouviez, une avance technologique, notamment dans l'électrique et pas seulement. Ce qui fait notre particularité, pourquoi on est différent des autres constructeurs, c'est qu'on a une intégration verticale qui est assez incroyable. Concevez, fabriquez tout vous-même, sauf quoi j'ai lu, sauf les pneumatiques et les vitres. Oui, exactement. En dehors de ça, vous faites tout vous-même. Ouais. Et aucun sous-traitant. Ouais, c'est assez, c'est bluffant parce que ça nous permet d'aller vite dans l'innovation, ça nous permet d'être fort dans la sécurité, puisque c'est nous qui assumons en fait tout ce que nous faisons. Et ça, c'est déjà un premier levier, un premier exemple en fait de notre technologie. Elle se décline aussi par ce super hybride qui est quand même unique. C'est une plateforme électrique, donc vous roulez en électrique la plupart du temps, avec un soutien, un petit moteur thermique qui va servir de générateur et qui en même temps, quand vous roulez sur autoroute ou route nationale, peut venir en appui sur la motricité des roues. Et on est là aussi... Et avec un plein et une charge, on fait 1500 km. 1500 km sur... Pas en réel, ça c'est souvent annoncé comme ça. Je peux vous dire qu'il y a des journalistes qui s'y sont essayés et qui ont fait ces 1500 km. Après, on se dit, qu'est-ce qu'elle a de plus, qu'est-ce qu'elles ont de plus, vos voitures électriques ou hybrides, par rapport aux marques françaises, Renault, Peugeot, Citroën? C'est pas seulement le prix, pour vous, c'est le rapport prix-prestation qui est meilleur. Et là, encore une fois, comment vous nous le prouvez? Exactement, c'est unique en fait. C'est meilleur rapport qualité. On est l'un des seuls constructeurs à présenter des véhicules qui sont 5 étoiles Euro NCAP. Donc déjà, c'est des véhicules qui sont pensés pour l'Europe, avec une sécurité au maximum. C'est aussi un équipement de série. On a quasiment très peu de versions. On en a 2 sur chacune des modèles parce qu'elles sont très bien équipées avec des toits ouvrants panoramiques par exemple et puis tout l'infotainment. C'est une qualité de finition. Quand vous rentrez dans une BYD, c'est pas l'image qu'on a des véhicules chinois. Oui, mais justement, c'est assez notamment sur le comportement routier, le confort. On entend souvent que les Chinois, les constructeurs chinois en général, ont beaucoup de progrès à faire pour se mettre au niveau des Européens. Vous vous sentez pas visé? Oui, et ça c'est vraiment l'effet waouh de nos clients qui rentrent dans nos concessions. Ils sont curieux. Quand ils viennent, ils se disent, tiens, BYD, j'ai entendu parler, j'ai envie de voir à quoi ça ressemble. Et la première chose qui les impressionne, c'est la qualité de finition. Parce qu'effectivement, ils avaient peut-être ça en tête. Après, il y a le comportement routier aussi. Et le comportement routier. Un second temps qu'on le voit. Ouais. Et c'est cette association qui fait la force de BYD en rapport, prix, prestation, équipement. Et oui, le prix, imbattable. Le temps de charge sur vos voitures, il est similaire à celui des voitures européennes?
On a un temps de charge qui, une vitesse de charge qui est plus élevée. Là, on est en train de sortir l'Atto 3 Evo, en fait, qui Alors, est c'est quoi, c'est un petit compact électrique qui est voilà l'équivalent Symbiose chez Renault et qui est équipé en fait d'une batterie 800 volts qui permet une charge ultra rapide en 20 minutes. Vous chargez Comme une l'ensemble. Tesla. Comme une Tesla, pas loin des vitesses de charge de Tesla, ouais. Le président de la République, Emmanuel Macron, dans un entretien au Monde, parle des véhicules électriques chinois comme étant sursubventionnés. Est-ce que c'est le cas ou pas? Alors, ça veut dire quoi sursubventionné? En fait, Les c'est aides vrai. publiques, les aides publiques. En France, il y a des aides publiques. Vous voulez acheter un véhicule électrique, il y a des aides publiques. En Chine, c'est pareil. Il y a des aides publiques pour les consommateurs, pour les clients qui veulent acheter un véhicule électrique. Et de ce fait, oui, en fait, nous bénéficions, enfin, nos clients, c'est pas nous, c'est pas le constructeur qui bénéficie des subventions, ce sont nos clients qui en bénéficient. Donc, en dehors de ça, pas de subvention. Et d'ailleurs, c'est intéressant, vous savez que la Commission européenne a mené justement une enquête sur les subventions. Et en fait, force est de constater que BYD ressort comme l'une des marques les moins taxées en importation sur le sol européen. Donc c'est assez injuste en fait. Ce Après, débat. le commissariat au plan dit qu'en gros, construire, fabriquer en Chine, les coûts de production là-bas sont 30 à 40% moins chers. Et donc certains vous diront que si les voitures sont moins chères, c'est parce que vos salariés gagnent moins bien leur vie. On parle de salaires entre 600 et 1000 euros par mois. C'est ça aussi qui explique que les voitures soient vendues moins chères. Ce qui explique surtout, enfin, en tout cas pour BYD, c'est cette intégration verticale dont je vous ai parlé. En fait, c'est une maîtrise de toute la chaîne de la valeur du début à la fin. Et des coûts salariaux qui sont aussi beaucoup plus faibles. Et qui sont moins élevés. Mais en Espagne, les coûts salariaux sont aussi moins élevés. C'est pour ça que la plupart, en fait, pas mal de constructeurs européens vont en Europe. Et nous rentrons en Hongrie. On va en parler, en oui. fait, voilà. Absolument. Aujourd'hui, un petit mot juste. La Chine, c'est le plus grand marché automobile du monde. En cumulant le nombre de voitures, j'ai regardé, c'est le marché européen plus le marché américain. Ça fait Près de 30 millions. Oui, ça fait 14 millions plus. Ouais. On est à peu près à 30 millions. Oui, exactement. Mais vous avez 30% de part de marché en Chine sur les voitures électriques et hybrides. Mais il paraît que là-bas, c'est compliqué, qu'il y a une guerre des prix qui fait rage. Et donc, les voitures se vendent, mais peut-être avec moins de marge. Et donc, il faut venir en Europe les vendre. C'est ça aussi le raisonnement, la stratégie? C'est pas pas tout à fait ça. Parce que dès le départ, BYD a été clair dans sa stratégie. C'est de devenir et d'être une entreprise internationale. Ce qu'elle est d'ailleurs. Et donc, c'est pas parce qu'il y a un trop-plein en Chine que... Il est compliqué le marché chinois aujourd'hui. Il y a une grande concurrence. Sans doute. Mais dès le départ, en fait, on a voulu être international. Et il y a quand même quelques années, on a commencé par le Brésil, une usine en Brésil. On est numéro 1 en Brésil. On s'est installé aussi au Canada et aux États-Unis, mais plus pour de l'électronique. Et là, on arrive en Europe parce qu'on veut être durablement un constructeur européen. C'est un marché prioritaire. En Europe pour l'Europe. C'est un marché prioritaire pour BYD, l'Europe? Oui, complètement. Oui, c'est un marché qui est important. On pense en fait européen déjà sur les véhicules qu'on commercialise. Je vous ai parlé des 5 étoiles Euro NCAP. C'est fait pour l'Europe. On revoit aussi le design, les coffres de nos voitures pour l'Europe. Et puis là, effectivement, on a hâte cette usine qui va commencer en à Hongrie, produire. donc. En Hongrie, vous allez produire des voitures. Première usine en Europe pour BYD. La question, c'est simple, c'est est-ce que vous allez vraiment construire, fabriquer à 100% des voitures localement? Est-ce que vous allez assembler des kits de voitures qui viendront notamment de Chine? Je peux vous dire, c'est vraiment tout est assemblé. On est en train de contacter 600 fournisseurs européens d'ailleurs. Donc ça sera un changement, puisqu'il y aurait des fournisseurs pour le coup. Oui, bien sûr. Il y aura des sous-traitants. Il y aura des fournisseurs. Oui. Ouais. Et donc, voilà, donc ça sera vraiment une production quasi 100% locale. Oui. Il y a déjà, en fait, en Hongrie, une cellule de recherche et développement et on a commencé aussi, il y a quelques années, à assembler des batteries. Ouais, et donc, les premières voitures sortiront courant du deuxième semestre en masse. Et vous réussirez ou pas à ne pas augmenter vos prix en Europe
puisque ça coûte plus J'espère, cher. Non, j'espère. ça coûte plus cher de produire a priori en Hongrie qu'en Chine. J'espère. Après, il y a pas les coûts de transport, il y a pas les. Vous ne savez pas encore? Non, je ne sais pas encore, mais j'espère qu'on tiendra nos prix attractifs qui sont quand même... Par exemple, c'est la Dolphin Surf qui va être fabriquée en Hongrie, c'est la petite citadine. Ouais. Elle est aujourd'hui présentée à moins de 20 000 euros en France et j'espère qu'on tiendra ce prix aussi une fois qu'elle sera produite en Hongrie et de même sur l'Atto 2 en électrique. Pour l'instant, on commence par 2 modèles électriques en Hongrie et sur une capacité à 150 000 véhicules. Votre part de marché chez BYD en Europe, aujourd'hui, c'est 2%. Il y a des objectifs que vous fixez. En 2030, on veut être là. L'objectif, c'est conquérir, en fait. Et notre mot d'ordre et notre enjeu, c'est vraiment démocratiser l'accès aux véhicules électriques et hybrides. C'est vraiment notre orientation forte. Et donc, on met tout en œuvre pour y réussir. Et par exemple, en France, bien sûr, ça passe par un réseau de concessionnaires. On a un peu moins de 100 concessionnaires aujourd'hui en 2025. L'objectif, c'est de doubler pour 2026. On veut aussi rassurer les clients et dire que, vous voyez, on est là en France, vous avez un besoin réseau de rassurer. concessionnaire. Complètement. Parce que concessionnaire, c'est l'acteur du quotidien. Oui, tout à fait. Et puis, pour la prévente aussi, leur dire, écoutez, on est là. Sur la prévente, on a déjà des prestations qui sont parmi les meilleures. On est capable de livrer n'importe quelle pièce de rechange partout en France en moins d'une journée. Avec aussi une compétition, et on finit là-dessus, avec d'autres marques chinoises sur le continent européen avec MG, Xiaomi et d'autres. Il y a une vraie compétition, une vraie rivalité qu'on voit en Chine, mais qu'on va voir aussi d'ici peu en Europe. Pour le bénéfice des clients, en fait, et des consommateurs, on se plaint tous d'avoir un marché français qui est atone à 1 650 000 véhicules, qui bouge pas beaucoup. Moi, je regarde ce qui se passe en Angleterre. C'est un marché plus dynamique. Et d'où elle vient, cette dynamique? Elle vient justement de l'arrivée de ces nouveaux arrivants, qui sont en particulier asiatiques. Et c'est ça qui donne, en fait, vraiment une dynamique au marché anglais. Je me dis, finalement, en France, ça peut arriver aussi. Ce qui va faire bouger le marché, ce qui va faire donner envie aux clients français de revenir dans les concessions, c'est peut-être nous. Parce qu'ils disent, finalement, j'ai un véhicule qui est ultra bien équipé, qui est performant, qui est bien fini, et enfin, à un prix abordable. Allez, merci à vous, Dorothée Bonassi, donc directrice générale de BYD France. Merci. Merci, David. Voilà, c'est la fin de Pourvu que ça dure, l'émission qui rend l'éco-responsable sur Public Sénat, émission tournée depuis le bivouac de L'Oréal France. Pourvu que ça dure, c'est aussi évidemment du replay sur publicsénat.fr. À très vite. C'était Pourvu que ça dure avec le groupe Caisse des dépôts. Engagé au cœur des territoires pour accélérer la transformation écologique et contribuer à une vie meilleure pour toutes et tous.